Dans la précédente vidéo, on a vu différentes visions de l'écologie. Parmi celles-ci, j'avais défendu l'écologie sentientiste, qui vise à défendre les intérêts des individus sentients, c'est-à-dire ceux ayant une vie subjective avec des ressentis positifs et négatifs, comme des sensations de plaisir ou de douleur. On a aussi vu qu'il ne fallait pas idéaliser la nature, il faut reconnaître qu'elle est loin d'être un havre de paix et qu'elle est plutôt hostile pour beaucoup de ses habitants. Blessures, famine, parasitisme, stress, maladies y sont monnaie courante. Beaucoup d'animaux font des petits par dizaines, voire centaines ou milliers, et peu d'entre eux atteindront l'âge adulte. Avant même de se demander si on peut y faire quelque chose ou pas, on peut admettre que cette souffrance n'est pas négligeable. Il n'y a pas de raison pour que la souffrance d'un chimpanzé soit problématique dans un laboratoire, mais ne le soit pas dans la vie sauvage. Pourtant, jusque-là, le mouvement animaliste s'est beaucoup concentré sur les animaux domestiqués, et s'est assez peu intéressé à la question de l'assistance aux animaux sauvages. Mais depuis quelques années, on en entend un peu plus parler, notamment avec le courant RWAS, qui signifie Reducing Wild Animal Suffering, donc réduire la souffrance des animaux sauvages. Ici, on questionne donc le fait d'intervenir dans la nature. Mais contrairement à beaucoup d'interventions faites par les humains jusque-là, on parle bien d'intervenir dans les intérêts des individus sentients. On peut également citer le mouvement WOW, Wild Animal Welfare, donc le bien-être des animaux sauvages, qui veut également intervenir pour la défense des individus sentients, mais en mettant davantage l'accent sur le bien-être, pour ne pas se focaliser uniquement sur la réduction de la souffrance, un reproche souvent fait au RWAS. Bon, l'aide aux animaux sauvages n'est pas tellement nouvelle, beaucoup de gens le font déjà, en donnant à manger aux oiseaux ou en s'occupant des bébés tombés du nid par exemple. Pourtant, c'est un sujet assez clivant, qui suscite beaucoup de méfiance. Certains considèrent qu'il ne faudrait surtout pas agir à cause de conséquences imprévisibles. Par exemple avec le risque de déséquilibrer les écosystèmes qui pourraient avoir plus de conséquences négatives que positives. Et je trouve ça raisonnable d'éviter d'intervenir lorsqu'on risque de faire n'importe quoi. Mais lorsqu'on peut intervenir avec de bonnes conséquences, pourquoi ne pas le faire? Refuser d'intervenir par principe, même dans les cas où on a de bonnes raisons de penser que les conséquences seront positives, c'est refuser d'aider les animaux. Par contre, il est vrai qu'actuellement, on peut difficilement anticiper les conséquences de ces mesures interventionnistes, notamment parce qu'on manque d'études sur le sujet. Il y a un réel risque de créer des cascades trophiques qui pourraient engendrer beaucoup de souffrance. Et d'ailleurs, les auteurs de référence qui revendiquent l'intervention dans la nature sont conscients de ces risques, au point qu'ils ne recommandent pas d'intervenir actuellement, sauf pour des choses bénignes. Ils ont conscience qu'intervenir dans la nature pourrait créer plus de problèmes qu'on en résoudrait. Donc actuellement, une grande partie du discours vise à défendre l'idée que si on pouvait intervenir avec des conséquences positives, alors ce serait moral de le faire. Ils peuvent proposer quelques idées ou solutions, mais sont très prudents là-dessus. Et je vais illustrer ça avec quelques propos de deux auteurs et autrices de référence sur le sujet, Percy Eskander et Abraham Rowe, interviewés sur l'amorce. Nous ne devrions pas mettre en place de grands projets d'intendance de la nature avant d'en savoir bien davantage sur ce que serait l'impact de telles interventions. Tout d'abord parce qu'il y a un risque de changements écosystémiques imprévisibles, mais aussi parce que, effet de cascade oblige, il est difficile de prédire les conséquences sur le bien-être animal. Par exemple, une campagne de vaccination pourrait causer une augmentation de la population de l'espèce vaccinée qui pourrait provoquer une pénurie de ressources et davantage de famine. Certaines personnes estiment que si nous intervenons dans la nature, nous ne ferons qu'empirer la situation. Il est vrai que nous ne pouvons pas être certains et certaines, à l'heure actuelle, du fait que nos interventions seraient en mesure de générer sur le long terme des effets positifs. C'est précisément pour cela qu'aucune des organisations travaillant sur cette question ne recommande actuellement d'intervention. Voilà, c'était bien des propos tenus par des personnes favorables à l'idée de l'intervention. Donc ils sont conscients des risques et disent bien qu'il serait préférable d'agir si on pouvait, mais restent prudents et ne recommandent pas d'agir tant qu'on n'a pas une bonne vision des conséquences possibles. Cette peur que l'aide aux animaux sauvages fasse plus de dégâts qu'autre chose est tout à fait compréhensible. Jusque-là, les interventions humaines ont été beaucoup plus négatives que positives pour les animaux. De même, l'assistance aux animaux dans la nature est parfois comparée à du colonialisme. Mais là encore, je doute fortement que le colonialisme ait été motivé par de l'altruisme, pour faire un euphémisme. Cette différence d'intention me laisse un peu plus optimiste vis-à-vis des projets dont le but serait d'aider les animaux et non pas de les massacrer pour notre intérêt personnel. Mais il faut effectivement rester prudent et ne pas agir tant qu'on n'a pas de certitude sur les conséquences possibles. Du coup, je pense que si on est sûr de pouvoir aider les animaux sans répercussions en cascade indésirables, il serait moral de le faire. Mais en pratique, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ? Avant même de parler d'un truc qui bouleverserait les interactions de la vie sauvage, on peut commencer par aider les animaux avec des moyens dont les conséquences sont prévisibles et semblent bonnes. Comme aider un animal qui se noie, donner de l'eau ou la nourriture aux oiseaux, ou leur construire des abris pour se réfugier lorsque la météo leur est pas très favorable. Ça c'est pour les actions à petite échelle, mais des actions à grande échelle, il y en a déjà eu. Certaines avaient pour objectif d'aider les animaux, d'autres avaient un objectif de conservation des espèces ou un objectif anthropocentré. Dans les deux cas, ça nous montre que ces méthodes existent et qu'elles peuvent être efficaces.
On a par exemple eu des vaccinations d'animaux pour éviter la transmission de maladies aux humains, avec des vaccinations contre la rage chez les renards ou contre Ebola chez les gorilles. Il y a aussi des projets de vaccination contre l'anthrax chez des rhinocéros et des guépards, dans des objectifs de préservation des espèces. On a également eu des stérilisations de chevaux sauvages, qui ont permis de réduire les populations, les stabiliser, réduire la concurrence, améliorer l'espérance de vie et la condition physique des chevaux. Et on a aussi le cas un peu plus connu d'introduction dans la nature de moustiques stériles, dans le but de réduire les populations et la transmission de la malaria. D'ailleurs, anecdote, la malaria est causée par un protozoaire. Qu'on soit favorable ou pas à ces interventions, on a des exemples intéressants qui peuvent nous faire réfléchir à ce qui serait possible ou pas de faire pour aider les animaux. Je vous renvoie vers cette vidéo de Human Hancock qui décrit plus en détail les exemples que je viens de donner et qui en cite encore d'autres. On a aussi l'exemple de l'aménagement forestier avec plusieurs exemples de stérilisation à grande échelle de cerfs, de sangliers, de chiens sauvages, etc. Ça a l'avantage de diminuer les populations sans impacter la vie des animaux et c'est donc une manière autrement plus éthique que la chasse pour procéder à la régulation des populations que certains chasseurs revendiquent. Et je dis bien que certains chasseurs revendiquent parce qu'actuellement la majorité de la chasse n'a pas vocation à réguler. Et à l'inverse, on fait même des élevages destinés à la chasse. Moi mon métier c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. D'ailleurs, pour rester sur la chasse et faire un parallèle avec la prédation, un argument souvent utilisé par les chasseurs, c'est de dire qu'il vaut mieux se faire tuer par un fusil que par un prédateur. Et bien que je sois opposé à la chasse, je suis d'accord que c'est souvent le cas. On peut reconnaître que la prédation est une grande source de souffrance pour les proies. L'idée évidemment ce n'est pas de dire que le prédateur agit mal, je ne pense pas que ce soit pertinent de parler en ces termes, mais on peut admettre que son action, qui est souhaitable pour lui-même, puisqu'il doit manger pour survivre, n'est pas souhaitable pour sa proie, qui aurait eu plus intérêt à vivre qu'à se faire dévorer. Du coup, on peut se questionner sur la réintroduction des prédateurs, comme les loups ou les ours. D'un point de vue écocentré, on pourrait considérer que c'est une bonne chose, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. L'écologie scientifique, elle, aura besoin d'arguments supplémentaires pour accepter de réintroduire des prédateurs dans certaines zones où ils avaient disparu, sachant les souffrances qu'ils vont engendrer. Pour le justifier, il faudrait être bien certain que l'absence de ces prédateurs cause des nuisances supérieures à celles qu'ils causeraient par leur présence. Mais il est possible que dans certains cas, l'absence de prédateurs ait des conséquences positives. Dans ces cas, il n'y a pas de raison de les réintroduire, il peut même être souhaitable de diminuer leur population. On peut aussi commencer par diminuer le nombre de prédateurs pour lesquels la diminution n'a pas de conséquences indésirables. Le meilleur exemple de ça, ce sont les chats. Si on diminue leur reproduction, notamment par la stérilisation, ça épargnera les souffrances de millions d'oiseaux et autres victimes de la chasse des chats. Et au passage, ça épargnera aussi la souffrance de nombreux chats errants ou abandonnés. Donc si vous avez des chats non stérilisés, je vous invite vivement à le faire. On peut également questionner le fait de conserver des prédateurs dans les zoos ou les réserves, ou même les animaux domestiqués qu'on ne peut pas, de ce que j'en sais, nourrir de manière végétale, comme les serpents. Ils sont sentients comme les herbivores, mais ils vont au cours de leur vie impliquer la mort de pas mal d'autres animaux par leur alimentation. Si on raisonne en termes d'individus et non d'espèces, alors autant éviter de faire proliférer des prédateurs et faire en sorte que les prochains individus à naître soient des individus qui causeront moins de souffrance. Donc autant faire naître un herbivore plutôt qu'un carnivore. Et si vous craignez de nuire à l'espèce en ne faisant pas naître de nouveaux individus, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Mais dans cette même logique, on pourrait très bien se dire que l'ensemble des prédateurs sauvages cause de la souffrance, et qu'alors il faudrait carrément supprimer la prédation dans la nature. Eh bien, si on pouvait le faire sans qu'il y ait de conséquences négatives pires que celles qu'on éviterait, oui, ce serait bien. Mais pour l'instant, on est très loin de ça, excepté à petite échelle. Et je ne suis pas certain qu'on pourra le faire un jour. Mais le fait qu'on ne puisse pas le faire actuellement ne veut pas dire que ce ne serait pas souhaitable dans l'idéal. Et si on avait dans le futur beaucoup de connaissances et beaucoup de moyens à disposition pour changer les choses avec de bonnes conséquences, alors il serait moral de le faire. Pour conclure, si on veut le bien de tous les êtres sentients, alors il ne faut pas se limiter aux animaux tués dans les abattoirs. Il est essentiel de se préoccuper également de la souffrance des animaux sauvages, qui est vraiment colossale et qui concerne bien plus d'individus. D'ailleurs, quand on parle d'animaux sauvages, on pense surtout aux mammifères et aux oiseaux, comme dans les exemples que j'ai donnés d'ailleurs. Mais la plupart des victimes sont pourtant des poissons et des invertébrés. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour l'instant, on peut faire des petites actions dont on est certain que les conséquences sont positives, comme dans les exemples qu'on a vus avec les oiseaux. Mais avant de faire des actions plus ambitieuses, il faut surtout mettre des moyens dans la recherche, dans le domaine de la biologie du bien-être. Il nous faut acquérir un maximum de connaissances pour pouvoir agir au mieux dans le futur. C'est ce que fait par exemple l'ONG Wild Animal Initiative, en essayant de, je cite, comprendre et améliorer la vie des animaux sauvages en étudiant les causes naturelles de la douleur et de la mort des animaux, telles que la prédation, la maladie et la famine. Vu l'énorme quantité de souffrance qui pourrait être évitée si on s'intéressait davantage au sujet, c'est important que dans les années à venir, pas mal de moyens soient mobilisés. Parce qu'actuellement, peu de personnes sont investies sur ces questions, et les moyens mis en œuvre sont vraiment infimes en comparaison avec d'autres causes. Et surtout, trop faibles au vu du nombre de victimes. Mais ce sujet commence à être bien pris au sérieux, et Wild Animal Initiative a été nommé,
Pour la deuxième fois, Top Charity par l'association Animal Charity Evaluator, une organisation altruiste efficace qui évalue et promeut les moyens les plus efficaces d'aider les animaux. Donc n'hésitez pas à les soutenir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est promouvoir la considération des animaux sauvages, bien souvent ignorés, et plus largement celle de tous les individus sentients, qui, dans une société anthropocentrée, ne sont pas considérés moralement. Ça suppose de mettre en avant le sentiencisme et de remettre en cause l'idéologie spéciste, encore très présente dans la société. Voilà pour cette vidéo, je me suis une nouvelle fois appuyé sur plusieurs articles de l'Amorce, je vous invite à y jeter un œil. C'est très intéressant et c'est en description. Pour la prochaine vidéo, on parlera encore d'écologie, en se focalisant sur des questions de méthodologie scientifique et de pseudosciences. Abonnez-vous pour ne pas la manquer.